On est au mois de septembre, il est 9h30 et il fait moins 1000 dehors. On est au niveau de Servières et on s'apprête à monter en haut du Chenayet pour observer des structures géologiques inouïes. Après environ 2h30 de randonnée, on est enfin arrivé au niveau du mont Chenayet. Donc c'est cette belle montagne qui se trouve derrière moi qu'on va essayer d'étudier et de comprendre puisqu'en fait elle a une histoire qui est très particulière et très intéressante. Commençons par étudier le panorama. Au niveau de la face sud, on observe tout d'abord 3 ensembles. D'abord une zone sombre, très peu végétalisée. Au centre, des blocs rocheux de couleur plutôt claire et enfin une dernière partie de roches très sombres. Allez, on reprend notre sac à dos et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Une fois là-haut, on tombe sur cet ensemble rocheux de couleur sombre. On distingue quelques blocs qui sont arrondis, un petit peu comme des coussins. À l'œil nu, on ne distingue que quelques phénocristaux noyés dans une pâte sombre. L'analyse d'une lame mince confirme qu'il s'agit d'olivine et de pyroxène entourés de verre et de feldspath. Ces blocs sont donc composés de basalte. C'est une roche magmatique volcanique issue d'un refroidissement rapide, ce qui explique sa texture dite microlithique. Mais habituellement, les basaltes forment de longues coulées et non des coussins. C'est seulement lors des éruptions sous-marines que la lave au contact de l'eau prend cette forme si particulière. On parle alors de coussins de lave ou de pilolava. C'est comme une structure assez étrange pour des roches que l'on retrouve à plus de 2400 mètres d'altitude. Mais bon, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Si on descend le long de la crête, on peut trouver des filons de basalte qui traversent une roche plutôt claire dont les minéraux sont visibles à l'œil nu. Si on se rapproche, on voit clairement la démarcation entre les deux roches. Après avoir passé les complexes filoniens, cette roche claire devient omniprésente. On est arrivé au niveau du deuxième ensemble à étudier. Je pose mon sac à dos et je m'installe cette fois-ci au niveau d'un gros bloc aux arêtes anguleuses. À l'œil nu, les minéraux sont jointifs. Les blancs sont des feldspaths et les foncés des pyroxènes. Nous avons sous les yeux un gabbro. C'est une roche magmatique plutonique qui cristallise lentement en profondeur, ce qui explique sa texture dite grenue. C'est encore une fois très étrange de la trouver ici, puisqu'habituellement c'est une roche qui compose la croûte océanique. De plus, ce gabbro présente quelques minéraux nouveaux, comme de l'amphibole ou de la chlorite. Leur analyse chimique révèle la présence de groupements OH, ce qui signifie que ce gabbro a la particularité d'avoir été hydraté. On parle ici d'un métagabbro à faciès schiste vert. Au passage, une petite astuce de géologue. En classe ou sur le terrain, n'hésitez pas à légèrement mouiller la roche, car l'eau va accentuer les contrastes et faciliter la détermination des minéraux. Allez, encore un petit peu de marche et on arrive enfin à notre troisième et dernier ensemble à étudier. Ici, la roche est très sombre et dense. On ne distingue que quelques minéraux brillants aux reflets dorés. Cette roche est une serpentinite. Elle est issue de l'hydratation de la péridotite. On dit que c'est une roche métamorphique puisqu'elle a subi des transformations à l'état solide. La serpentinite tire son nom de son aspect semblable à une peau de serpent. Bon, on reprend. On vient de trouver de la serpentinite, c'est-à-dire de la péridotite hydratée. Juste avant, on est tombé sur du métagabbro et tout en haut, des pilolavas de basalte qui ne se forment que lors des éruptions sous-marines. Come on, think. Basalte, gabbro et péridotite correspondent aux roches que l'on retrouve au niveau de la lithosphère océanique. Le massif du Chenayet correspond donc à de la lithosphère océanique. Ce qui signifie que lors de notre parcours, au niveau de la transition métagabbro-serpentinite, nous avons traversé le Moho, qui est, je vous le rappelle, la limite entre la croûte et le manteau. Depuis le col de l'Izoard, on remarque que celui-ci repose sur des roches continentales. Il s'agit donc ici d'un lambeau de lithosphère océanique. C'est ce qu'on appelle une ophiolite. La présence de cette roche violette au niveau du Chenayet vient confirmer cette idée. Il s'agit d'une radiolarite. C'est une roche sédimentaire composée essentiellement de coquilles siliceuses de radiolaires, des unicellulaires. La formation de radiolarites n'est possible que dans les océans profonds.
Le massif du Chenaillet correspond donc à un lambeau de lithosphère océanique charrié sur de la lithosphère continentale. C'est ce qu'on appelle une ophiolite. D'accord, mais comment est-elle arrivée là ? Il y a environ 80 millions d'années, l'ouverture de l'Atlantique Sud a fait remonter l'Afrique vers le nord. Progressivement, l'océan alpin s'est fermé et lors de la collision entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique, une partie de la lithosphère océanique s'est retrouvée charriée sur la lithosphère continentale. On dit qu'elle est obduite.